Bonjour à tous et bienvenue dans le duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Manière. Bonjour, président de Footprint, consultant et chroniqueur sur France Culture. Éric Heyer est avec nous aujourd'hui, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Merci d'être avec nous. Alors c'est bien sûr la bataille industrielle de la semaine, celle qui vise au rachat de SFR. Bouygues pactise avec Free et en cas de victoire face à l'offre de Numéricable, Bouygues vendra son réseau à son rival. Alors Free serait-il le grand gagnant dans ce cas de l'opération? Numéricable riposte et laisse à Vivendi jusqu'à vendredi pour se prononcer. Et le consommateur, comment s'en sort-il? Les prix vont-ils augmenter? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Nous, en tant que clients, on voit quelqu'un va racheter l'un pour racheter l'autre. C'est un peu incompréhensible. Ça ne me pose pas de problème à partir du moment où le service rendu est le même et que la qualité de service est là. Voilà. Et que les tarifs ne montent pas, évidemment. Je peux vous dire que ça ne fera pas monter les prix des forfaits, en tout cas pas ceux de Free Mobile, puisque pour nous, le fait d'avoir un réseau, d'être autonome, d'avoir nos fréquences, ça va nous permettre au contraire d'être beaucoup plus agressifs commercialement. Les consommateurs qui n'ont pas la mémoire courte se souviennent de la situation du marché lorsqu'il y avait 3 opérateurs avec des tarifs, des primes, des services mobiles particulièrement élevés. Depuis l'arrivée du 4e opérateur, les prix ont sensiblement baissé. Et nous, très clairement, nous ne voulons pas qu'il y ait un retour en arrière. Si demain il y avait une entente sur les prix, non seulement il y aurait une amende à payer à l'État, mais il y aurait à indemniser tous les consommateurs à l'euro près du préjudice qu'ils auraient subi. Ce sera suffisamment dissuasif pour contribuer à ce que, dans la téléphonie comme partout ailleurs, on ne s'entende pas au détriment du consommateur. Si nous laissons s'organiser la guerre des prix, moi je gère les plans sociaux. Le moment est venu d'organiser en quelque sorte la renaissance du secteur des télécoms. Je ne crois pas que ça se fera au détriment des consommateurs. En vérité, les prix ont baissé de 30%. Mais ça va nous permettre quand même de fibrer la France. Alors, 3 opérateurs au lieu de 4. Philippe, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça risque effectivement de nuire aux consommateurs ou pas? Moi, je partage les préoccupations du FC Que Choisir et je pense que Benoît Hamon a raison de rappeler qu'il y a des sanctions, mais enfin, pour que les sanctions soient prononcées, il faut que l'entente soit établie, qu'elle soit prouvée. Or, on sait bien qu'un délicieux oligopole ne requiert pas une réunion cachée dans une arrière-salle de restaurant et il suffit que tout le monde se marque à la culotte. S'il n'y a pas de garçon turbulent, et qu'on est 3, on peut faire des choses très charmantes avec des prix qui montent. Qui joue ce rôle d'être le garçon turbulent. Le turbulent, c'était Free pour le meilleur et pour le pire, mais principalement pour le meilleur. Ça a fait considérablement baisser les prix. Et contrairement à ce que dit Arnaud Montebourg, que j'aime bien, je vous l'ai déjà dit, mais qui ne dit pas toujours des choses conformes à la réalité, ça n'a pas détruit d'emplois. Ça a mis de la pression sur l'emploi dans les opérateurs précédents et ça a créé beaucoup d'emplois chez Free et dans beaucoup d'endroits. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire que ça ait détruit de l'emploi, ça a fait baisser les prix. On ne peut pas dire à la fois que ça a fait baisser les prix, d'avoir 4 opérateurs et qu'il n'y a pas de risque que ça les fasse augmenter quand il y aura 3 opérateurs. Cela dit, il y a aussi d'autres arguments. Il y a les arguments industriels. C'est vrai qu'on est un territoire assez grand, mais pas grand au point que ça justifie peut-être autant d'opérateurs. Juste un chiffre, et puis j'en finis par là, mais je crois qu'aux États-Unis, il y a maintenant 3 ou 4 opérateurs. En Chine, il y en a 2 ou 3. En Autriche, il y en a 3. En Europe, il y en a 80 et des poussières. On peut peut-être se dire qu'il y en a beaucoup, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse, sans s'inquiéter pour les prix, voir cette opération avoir lieu, même si elle a sa logique industrielle et même si c'est vrai, il y a beaucoup d'opérateurs en Europe. Donc il faut des garde-fous. Éric Heyer. Oui. Alors, les prix baissent par la concurrence, mais aussi par le progrès technique. On a du mal à dire aujourd'hui si c'est vraiment la concurrence qui a fait baisser les prix ou est-ce que c'est le progrès technique dans la téléphonie, etc. Donc, parole de macroéconomiste. Et donc on voit bien aujourd'hui que, vous voyez, c'est effectivement, si on fait la macro, c'est Schumpeter contre Smith. Est-ce qu'il ne faut pas un peu plus d'oligopole pour pouvoir avoir un peu plus d'innovation? Aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on n'innove pas dans la téléphonie mobile depuis un moment. Et donc, mettre un peu de monopole là-dedans, ça peut permettre effectivement de faire baisser les prix à terme. Un peu de monopole, c'est comme un peu d'inflation. Oui, d'accord. Non, mais là, on est d'accord. Il y aura 3 opérateurs parce que ce qui est en jeu aussi, c'est le réseau. On voit bien que ce qui était ridicule, c'est d'avoir plusieurs réseaux. Et ça, on n'en parle pas. Le nombre d'opérateurs, c'est une chose, mais le réseau d'avoir plusieurs réseaux, c'est comme si on disait, il faut avoir plusieurs autoroutes. C'était ridicule. Donc, qu'il y ait des synergies dans les réseaux pour avoir un réseau de meilleure qualité et ensuite qu'il y ait des opérateurs qui utilisent ces réseaux-là, ça pourrait être aussi une stratégie industrielle qui serait un peu plus
plus intéressante qu'aujourd'hui chacun développe son réseau. Vous voyez, c'est complètement ridicule que chaque opérateur développe son réseau. Affaire à suivre. En tout cas, vendredi, c'est l'ultimatum. Encore un mot Non, juste un tout petit symptôme quand même, que c'est pas forcément une mauvaise affaire pour les gens en question, c'est que vous avez vu qu'en bourse, tout a considérablement augmenté. Sauf Numéricable. Sauf Numéricable qui a perdu. Mais dans tous ceux qui sont concernés par ce deal, lequel a une logique industrielle que je ne conteste pas, mais dans tous ceux qui sont concernés par ce deal, il y a eu une envolée des cours de bourse. Ça laisse à penser que les méchants investisseurs pensent que ça ne va pas être mauvais pour les poches des opérateurs. Hein, juste une observation factuelle. Vivendi devrait prendre une décision peut-être. Oui, Vivendi fera sûrement une assez bonne affaire en vendant en tout cas. Oui. Peut-être vendredi en tout cas. Alors, autre sujet intéressant, les entreprises s'alarment. Selon un rapport de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris, eh bien, les jeunes qualifiés, mais aussi les dirigeants de grands groupes, les grandes fortunes, les entrepreneurs, fuient la France. Elle a augmenté en fait cette fuite, cette population qui part à l'étranger de 3 à 4% par an, d'après cette étude, au cours des 10 dernières années. C'est 60 000 à 80 000 personnes qui quittent la France, alors que dans le même temps, la population française, elle ne croît que de 0,6%. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, Philippe ? C'est compliqué parce que oui, il y a 3 fois plus de gens qui partent que la croissance de la population. Donc clairement, il y a un flux sortant. Bon, c'est pas mauvais parce que les Français étaient très en retard sur l'internationalisation des carrières et des études. Donc par exemple, nos amis britanniques, ils n'ont pas ce phénomène-là, mais ça fait très 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 longtemps. Hein. Hong Kong, les Écossais, etc. 4,7 millions de Britanniques qui quittent la Grande-Bretagne chaque année. Attention, parce que les Britanniques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont pas forcément gagner de l'argent dans la Silicon Valley, ils vont s'installer dans le Gers pour jouir de leur retraite. Donc c'est très compliqué, il y a des phénomènes dans tous les sens, c'est pas la même chose. Nous, on perd clairement une partie de nos forces vives si ces gens-là ne reviennent pas. Et ça, on ne le sait pas. Alors, on le saura dans 20 ans. Rentrer, ce qui est clair, c'est qu'ils disent qu'ils auront moins l'intention de rentrer, qu'on voit que les séjours à l'étranger durent plus longtemps et qu'il y a un vrai risque que les qualifiés et même les non qualifiés partent en rang serré pour trouver du boulot, tout simplement. Si vous allez, par exemple, à Canary Wharf à Londres, il y a un Decathlon, vous y allez, tout le monde parle français. C'est généralement des Français d'origine immigrée, des représentants des minorités visibles, comme on dit, qui sont là à travailler, parce que probablement qu'en face, à Lille, Ribouet, Tourcoing, on ne trouve pas de boulot aussi facilement qu'à Londres. Donc il y a un vrai sujet qui concerne les qualifiés et les non qualifiés. Et la population active, c'est un facteur de richesse d'un pays. Qualifié, bien sûr, mais même non qualifié. Donc il faut faire attention à ce que les gens ne fichent pas le camp, chassés par les impôts et par l'impossibilité de trouver un boulot, surtout pour ceux qui sont les plus maltraités par le marché de l'emploi. Je pense aux femmes, aux minorités visibles et aux non qualifiés. Éric. Non, mais il y a un effet structurel, ça date pas de la crise économique, hein, vous l'avez rappelé, ça fait une dizaine d'années, mais on était en retard, il n'y avait pas énormément, donc on ne peut pas s'alarmer. Et après, il y a un phénomène conjoncturel, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la zone euro, c'est la seule zone au monde en récession. Mais en Europe, hein. Alors, il y a une partie, 50% en Europe, et l'autre moitié qui s'en va ailleurs. Et donc, mais effectivement, et quand on s'en va en Europe, il y a effectivement aujourd'hui un éclatement de la zone euro, il y a du chômage de masse dans le sud et du plein emploi dans le nord, donc effectivement, la France est au milieu de tout cela, ni dans le nord ni dans le sud. Mais effectivement, aujourd'hui, d'un point de vue conjoncturel, il n'y a pas beaucoup de perspectives pour les jeunes. Il faut bien quand même le reconnaître. Et donc, tant qu'on n'aura pas... Donc, il y a un vrai problème macroéconomique encore. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas remis la France sur un sentier de croissance... Est-ce que c'est inquiétant pour vous ? C'est inquiétant, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, le principal problème. C'est-à-dire que c'est encore infinitésimal tout cela. Il vaut mieux s'intéresser au problème de chômage de masse. Non, mais attendez, ça c'est ridicule. Enfin, du point de vue de la fuite, parce que pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais pour l'instant, il y a plus de 70% qui reviennent. Alors après, bien sûr qu'aujourd'hui, quand ils partent, ils vont pas dire qu'ils vont revenir tout de suite, parce que vu le contexte conjoncturel en France, un peu partout en Europe, effectivement, on se sent peut-être mieux ailleurs. Il faut quand même se méfier de l'argument, c'est tout petit. Hein. La révocation de l'édit de Nantes, il y a juste 0,5% de la population qui est partie. Les protestants qu'on menaçait à qui on disait soit on vous prend tous, soit vous partez, soit on vous tue. Et ils n'étaient pas nombreux. Simplement, comme vous savez, c'est eux qui ont fait toute l'horlogerie suisse, c'est eux qui ont fait une grande partie de la chimie allemande. Il ne faut pas dire il y en a juste 0,5%, donc c'est pas grave. La question, c'est celle que vous posez. Non, mais on peut se poser, est-ce que c'est pas un bien pour la France qui s'en va ? D'accord, c'est une question. S'ils reviennent à ce moment-là. Alors là, d'après l'étude, ils sont passés de 27% à 38% à dire qu'ils revenaient, qu'il restait plus de 10 ans. Donc là, c'est... Il y a une évolution dans le temps. Oui, mais ça, c'est des intentions. Attention. Là, oui, mais c'était déjà des intentions il y a 10 ans, donc ça va dans le mauvais sens. Mais là, on met des intentions en période de crise. Mais forcément, aujourd'hui, en France, il y a 10% de chômage et on nous explique que au mieux, il y aura 1% de croissance économique. En tout cas, en termes de politique publique, je crois qu'on peut en tirer une conclusion, c'est que ça serait bien de tout faire pour garder les gens, en particulier ceux qui ont une capacité à développer de l'activité. Je prends juste un exemple, un secteur qu'il est de bon goût de pourrir parce qu'on lui fait porter tous les péchés d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a plus de place financière parisienne.
américaine. Si on veut bosser dans la finance et qu'on est doué, on fiche le camp à 9 chances sur 10, on est obligé de partir à Londres ou à New York ou en Asie. C'est probablement pas un bon choix de politique publique d'avoir tout fait pour que les gens s'en aillent. C'est la troisième place. C'est-à-dire, dans ces cas-là, les Allemands devraient partir beaucoup plus. Vous voyez qu'il y a une place à Londres, à Paris et à New York. Donc c'est quand même une grosse place financière. Allez, troisième sujet, très vite, parce que ce chiffre est tout de même impressionnant. 100 000 milliards de dollars, c'est l'encours des dettes mondiales. Dette publique, dette privée confondues. Tout cela a bondi de 40% depuis 2007, selon la Banque des règlements internationaux. Et la dette des États sur la période a explosé de 80%. Ça, c'est vraiment votre sujet favori, Philippe, il faut le dire. Oui, alors, sur ces 100 000, il y en a une petite moitié qui est juste la dette souveraine américaine, qui est massive. On sait que les États-Unis ont décidé de sortir de la récession en s'endettant. Alors, pas assez aux yeux de Krugman, mais enfin, objectivement, ils ont quand même fait tourner la planche à billets, laissé filer les déficits. Donc, voilà, en sortie de récession, enfin, je parle sous le contrôle d'Eric, mais c'est pas anormal qu'on soit plus endetté qu'au moment d'y entrer. Il y a beaucoup d'acteurs qui se désendettent. Effectivement, ceux qui ne se désendettent pas suffisamment, mais c'est difficile, ce sont les États. Et donc l'essentiel de cette dette, l'essentiel de la dérive de la dette, c'est les États qui ont dû faire face à une récession et qui, par ailleurs, s'agissant de la France, ont structurellement une proportion à surdépenser. La France qui a dit qu'elle allait rester dans les clous en termes de déficit public l'année prochaine. Donc il y a des efforts à faire. Éric, une réaction ? Oui, mais il y a effectivement la crise qu'on est en train de vivre, c'est une crise, on avait un surendettement, mais privé. Et il y a eu un désendettement privé depuis 2008, et pour pas provoquer la dépression de 29, il y a eu un endettement public. C'est-à-dire sans dire on va endetter le public pendant que les agents privés se désendettent. Et les privés se désendettent pas aussi vite que les publics se surendettent en quelque sorte. Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Vous voyez, aujourd'hui, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal ? Tout le monde en raffole de ces dettes publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sur cette dette publique n'ont jamais été aussi faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont aux alentours de 2,2 en France. Paradoxe. Mais non, c'est pas un paradoxe. C'est-à-dire qu'on a confiance, contrairement à ce qu'on pense, on a confiance dans les États. On a confiance. Bon, on verra en tout cas si on va avoir confiance suffisamment longtemps. Ça reste en tout cas un de nos sujets. On est obligé d'achever cette émission. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis bien sûr, vous restez avec nous sur France 24.